Mes impressions sont bonnes. On a eu le duo Odin avec nous. Hein, c'est comme on dit, le soleil est présent comme chaque année. Le public est présent. Les exposants, les invités sont chaleureux, sont contents d'être à Audincourt, en Franche-Comté. Même si le festival cette année s'est un peu réduit au niveau des exposants, on a fait au mieux. Pour nous, c'est une nouvelle naissance, on va dire. Après 2 ans de Covid, de maladie aussi, parce que j'ai eu une tumeur, donc c'était loin d'être, de revenir en fait au plus haut, comme on dit. Et malgré ça, bon, tout est réuni pour 2 jours de festivités, de convivialité, de rencontres, de partage. D'après ce que j'ai entendu, j'ai que des retours positifs. Les invités sont conquis. D'ailleurs, là, certains, quasi tous, qui veulent revenir l'année prochaine. Et une grosse satisfaction. Moralement, ça fait du bien de retrouver des copains, cette famille qu'est le Bluesy Weekend. Tous ces artistes présents, cette bonne ambiance. Je pense qu'à un moment, oui, ces 2 années nous ont quand même moralement bien impactés. Et là, ouais, je reparle de cette nouvelle naissance. Pour moi, c'est un nouveau Bluesy Weekend. Même si c'est la 13e édition, c'est une nouvelle naissance. Donc là, bon, on va profiter des derniers moments et préparer l'avenir, parce qu'il y a un avenir. Donc j'ai plein de projets pour l'année prochaine. Revenir à nos 3 jours, à la compétition de court-métrage, de nouveaux invités étrangers. J'ai plein de petites idées qui fourmillent en tête sur des choses qu'on n'a pas fait auparavant. Et j'espère que tout le public est présent, le public va nous suivre. Et en fait, je remercie vraiment tous les acteurs présents du festival, que ce soit les exposants, nos bénévoles, toujours présents. On est une super équipe. Et puis tous les passionnés qui viennent de France et de Belgique, de Suisse, de toute la France, sur ces 2 jours. Pour moi, ça me touche énormément, en fait. Globalement, ouais, moi, en parlant de mon stand, de la 4e dimension, on a fait des super ventes. J'ai écouté un petit peu les exposants, les illustrateurs, tous nos artistes présents, j'ai que des retours positifs. Donc pour l'instant aussi, la partie est gagnante. Donc on repart sur une 14e édition, il n'y a aucun souci, quoi. Donc c'est pour ça que cette année, elle était un petit peu rétrécie à mon goût. Il y avait des choses en moins, il y avait des choses en plus. Mais bon, c'est vrai qu'on a un budget qui est quand même assez rikiki. On fait que les moyens du bord. C'est loin d'être évident. Et je reviens au Covid, ça a quand même impacté beaucoup de personnes. On a perdu beaucoup de proches dans le milieu du cinéma aussi. Je pense à Philippe Naon, qui nous a quittés l'année dernière et qui était parrain du festival, entre autres. Et on a tous perdu des êtres proches. Et c'est pour ça qu'il faut aller de l'avant, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à parler de cette passion commune qu'est le cinéma, parce que sans le cinéma, nous ne sommes rien. Et le cinéma est l'avenir et le futur, et on va reconstruire tout ça, en fait. Voilà. Et vive le Bluesy Weekend, et vive la vie, tout simplement. Voilà.
ça la question, Make My Day, point d'interrogation. Sur quels critères vous vous basez pour sélectionner les films présentés dans cette collection? Non mais d'abord à propos de Make My Day, faut dire à l'origine qu'en fait c'est Studio Canal qui reste quand même mon terrain. Je suis totalement libre à l'intérieur quand même d'un terrain de jeu qui est limité, qui est le catalogue Studio Canal. Voilà, c'est un jour ils sont venus me voir en me demandant si j'avais pas grosso modo une idée de collection à partir de leur catalogue. Et donc j'ai commencé à éplucher les milliers de titres de ce canal et je me suis rendu compte qu'il y avait évidemment des pépites qui n'étaient pas exploitées, tout simplement. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, lorsque j'ai vu que dans les listes il y avait Mandingo de Richard Fleischer, je me suis dit, même si la collection se plante, même si je ne fais qu'un seul titre et que ça peut être celui-là, le fait qu'il existe sera déjà formidable. Donc c'est presque de Mandingo que c'est parti. Et aussi un autre film qui était référencé à l'époque sous le titre Le sadique de la chambre 24, qui était La mort a pondu un œuf de Giulio Questi. Je me dis ça c'est quand même formidable parce que voilà, alors, il reste Arcana à éditer, c'est compliqué mais... Donc c'est parti comme ça. Et donc vous me demandez quels sont les critères, il n'y en a pas. Moi j'ai totalement carte blanche. Dans une limite de budget évidemment, hein. C'est pas une collection blockbuster, hein. Mais voilà, j'ai totalement carte blanche à la fois du choix des films, du contenu éditorial, des suppléments, des archives, des jaquettes, j'ai carte blanche, donc je fais absolument ce que je veux et j'en suis totalement responsable. Le marché du Blu-ray DVD patrimonial aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs qui font un super boulot. Un DVD Blu-ray, il se vend entre 600-700 et 2-3 000. C'est ça la réalité du marché, hein. Donc voilà, si on veut vendre 25 000, en tout cas sur le marché français, ça marche pas comme ça. Donc évidemment, c'est un marché qui est réduit, qui est très motivé, hein, demandeur, mais qui est quand même pas énorme. On se partage tous un gâteau qui est quand même pas colossal. Moi, l'idée de la collection, c'est qu'en fait, elle continue tant que, grosso modo, c'est une collection au long cours, c'est-à-dire que les titres se vendent même 1 an, 2 ans, 3 ans après. La notion d'actualité ou de frais n'existe pas. Il y a des gens encore aujourd'hui qui vont acheter Near Dark, qui vont acheter Honky Tonk Freeway, qui vont racheter Mandingo, West Eleven, et tous ces films-là. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, ça s'équilibre. Ce qui veut dire, je ne suis pas complètement idiot, c'est que je sais que pour l'équilibre, ça veut dire que si je sors des titres dont je sais à peu près, hein, pour être tout à fait honnête, qui vont être plus difficiles, hein, on parlait donc Honky Tonk Freeway de Schlesinger, ou je sais pas, l'Honorable Angelina de Luigi Zampa, West Eleven de Michael Winner, Man Call Adam de Léo Penn, et là bientôt Les Criminels de Lozay. Je sais qu'on va pas vendre beaucoup. Mais inversement, quand on sort Near Dark de Catherine Bigelow, Extrême Préjudice de Walter Hill, récemment De la Morte et de la Morée de Soavi, qui sont des titres qui cartonnent en fait, moi ça me permet en fait de trouver un équilibre général. C'est-à-dire que si je ne sors que des films de Zampa ou même que des classiques italiens, hein, parce que le cinéma de genre italien cartonne, Le Grand Silence, La Mort a pondu un œuf, etc. Par contre, bizarrement, des films comme Maestro di Vigevano d'Elio Petri ou Zampa, ça marche moins. La réalité aujourd'hui, c'est que les classiques marchent moins que ce qu'on appelle encore le cinéma de genre. Dès qu'on est dans le genre années 60-70, on cartonne. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire que ça? Non, parce que moi j'aime tout le cinéma. Mais il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire que si je fais un Léo Penn, par exemple, je ne peux pas faire 5 Léo Penn d'affilée. Parce que je sais très bien qu'on va droit dans le mur, quoi. Donc, mais voilà, donc l'idée de la collection, c'est ça, c'est à la fois d'avoir une collection qui rend compte de ça. Moi, je déteste les niches et le côté genre. Je suis passé qu'un cinéma de genre, je connais que des bons et des mauvais films, ou qui m'intéressent ou pas. Donc, on peut passer de trucs à la fois très obscurs, très connus, de grands cinéastes ou autres. Mais l'idée de la collection, et c'est même visuellement un des principes aussi, c'est toujours de mettre en même temps le titre et le réalisateur. Donc voilà, moi ça m'ennuie toujours quand je vois des jaquettes où le nom de réalisateur apparaît pas d'emblée et pas clair. Donc c'est Mandingo de Richard Fleischer, quoi. Hein, et le nom de réalisateur est collé au titre. Ça pour moi c'est super important. Donc il n'y a pas de critères, si ce n'est que c'est des films que j'ai envie de faire découvrir, et souvent de grands cinéastes mais qui sont un peu inconnus. Il ne s'agit pas de dire que tous les films sont des chefs-d'œuvre, évidemment, mais tous ont leur place, tous sont intéressants. On a sorti Le Jour du Dauphin de Mike Nichols, qui est par exemple n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est un film que je trouve très attachant, qui est partiellement raté, partiellement formidable. Bien sûr.
Absolument, mais parce qu'on se dit Georges Lautner, mais en même temps c'est un film incroyable. Smith Farmer, la musique, enfin tout est, et ça a été un échec colossal d'ailleurs pour Georges Lautner. Ça a mis presque fin à ses désirs d'un certain type de carrière qu'il n'a pas pu avoir. Et le film a marché là pour le coup en DVD Blu-ray. J'ai été hésitant, je me suis dit est-ce que c'est la route de Salina, il y aura un public pour ça, et finalement oui. Et le cinéma français des années 70 marche. Bon, quand on a sorti 100 mobiles apparents, qui est un bon film mais qui n'est pas un chef-d'œuvre, de Labro, ça a cartonné. Hein, moyennement. Euh, Lequel? L'Ange Noir moyennement, c'est-à-dire que Brissot, d'abord c'est un cinéaste qui est un peu oublié aujourd'hui, ce qui est très dommage. Et puis en toute innocence, Jessua, bah, les gens, le Jessua 70s, oui. Les chiens, vous feriez, je sais pas, on ferait traitement de choc, tout ça, ça marcherait. Mais dès qu'on arrive fin 80, ça intéresse moins. Oui, mais là, on est pour des acteurs. On est encore une fois dans un espèce de milieu qui est le. En fait, les amateurs de bail, Serrault, etc. sont des gens qui sont plutôt vieillissants, qui achètent plus de DVD Blu-ray. En fait, c'est n'importe quel éditeur vous le dira aujourd'hui. Hein, tout le monde sait très bien que les années 60-70, le cinéma asiatique, ce que fait Spectrum, d'ailleurs formidable éditeur, tout ça, ça marche. Mais le cinéma classique, en fait, ça marche difficilement. Et Sidonie, ça a le même problème par exemple avec les westerns ou avec les films noirs. C'est-à-dire qu'on est à front renversé aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui était un peu dans le placard, hein, avant le cinéma de genre, maintenant est devenu évidemment complètement majoritaire. Et c'est ce qui cartonne. C'est-à-dire que quand on sort, si le Corbucci, le Grand Silence qu'on sort, ça cartonne. Si demain je sors un Ford, un Buttiker, un Douane, etc., je sais que je vendrai 3 fois moins qu'un Corbucci. C'est comme ça. Ouais, enfin bon, moi je préfère toujours voir un film en qualité d'image moyenne qu'une merde en 4K. Ça, oui, bien sûr, et puis le HD et tout ça, non, non, mais c'est vrai, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et à ce propos, l'avenir du support physique, vous y croyez? Vous avez foi? Oui, oui. Ah, moi j'y crois, oui, j'y crois. Alors, ça dépend. Après, il faut définir les contours de l'avenir. C'est-à-dire que je pense que il y a une base de cinéphiles de quelques milliers de personnes qui sont tous les mêmes, hein, qui achètent les Blu-ray, les DVD, les bouquins de cinéma ou autres. Si on rentre dans ce marché-là en se disant, pour que ce soit rentable économiquement, il faut vendre 25 000 Blu-ray et vendre 12 000 livres, ça ne marchera pas. Mais par contre, il y a un vrai marché, puis aussi c'est un marché qui est international. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des acheteurs. On achète, nous, par exemple, des Blu-ray DVD qui viennent d'Allemagne, du Japon. Quand on s'intéresse au cinéma italien, par exemple, au Giallo, on n'a pas que des éditions françaises. Donc moi, j'y crois. Mais j'y crois indépendamment du côté cinéphile qui croit au support physique. Je pense qu'il y aura toujours ça. Après, ça sera c'est comme le jazz. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des fans de jazz, mais il ne faut pas penser qu'ils sont 4 millions en France, quoi. Donc il faut trouver le système. Mais moi, je crois surtout que c'est de façon plus profonde. Je pense qu'une DVD tech, c'est comme une bibliothèque. C'est-à-dire que si on n'a pas une représentation physique de son histoire du cinéma, qu'on a soi-même classé, etc., on l'a pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est que quelqu'un qui regarde un disque dur et qui dit là, j'ai mis le film. Ça change tout dans le rapport qu'on a au cinéma, à la façon de classer, à la chronologie. La support physique, c'est pas qu'un truc de geek. Ah, c'est plus que de l'affection, c'est qu'on comprend rien à l'histoire du cinéma, à mon avis, ou pas de la même manière si on a 4000 films sur 3 disques durs. Hein, donc c'est voilà, la spatialisation c'est capital. Quand vous faites et moi je le fais, ma DVD Tech ou ma bibliothèque, je me pose plein de questions. Est-ce que je mets ce cinéaste à côté de tel autre? Je passe devant, je revois. Est-ce que je fais chronologiquement, par décennie, par genre? Et déjà je réfléchis et je visualise l'histoire du cinéma. Et donc je comprends mieux le cinéma. Si je suis devant des disques durs gris, moi je le vois, les gens qui sont de la génération, pas tous, hein, mais qui ont supprimé le support physique, dans leur tête c'est souvent le bordel. Du point de vue de l'histoire du cinéma, de la chronologie, ils savent plus où mettre sur une frise les choses. Et ça, c'est hyper important pour comprendre. Ah, ah, je vais essayer de faire court parce qu'Argento c'est un roman. Donc non non, mais en fait très rapidement, c'est que moi j'ai commencé à m'intéresser à Argento il y a très très longtemps, hein, pour le coup, en tant que, c'est même pas jeune cinéphile parce qu'on quand on est jeune on n'est pas cinéphile, on le devient, mais comme jeune amoureux du cinéma. Et puis quand j'ai commencé à faire de la critique à la fin des années 90, et ben voilà, c'est un des premiers que j'ai eu envie de rencontrer, sur lequel j'ai eu envie de travailler, c'était lui. Et donc j'ai commencé à écrire sur lui, faire des entretiens et puis faire un livre en 2002
si je dis pas de bêtises, pour les cahiers du cinéma, ce qui n'a pas été évident à l'époque, parce qu'aujourd'hui, bon, Argento, on est à sa deuxième rétro à la Cinémathèque, mais il y a 20 ans, c'était moins évident. Enfin, voilà. Je suis pas rancunier, mais il faut de la mémoire quand même. Et donc voilà, moi, au début des années 2000, voilà, je fais ce travail sur Argento, le livre, etc. Et puis il y a l'occasion de, en fait, pour une chaîne qui s'appelait Ciné Cinéma, qui n'existe plus maintenant, qui est devenue Ciné Plus, de produire un documentaire sur lui, à petit budget. Hein, attention, hein, c'est pas des documentaires à gros budget. Je lui en parle, et il me dit d'accord, et c'est comme ça qu'en 2000, je me retrouve en fait à le suivre entre Rome et Turin pour ce documentaire. Et à l'époque à Turin, il tourne Nonno Sono, le sang des innocents. Et donc je fais ce film, etc. Et puis après, pendant 20 ans, en fait, moi j'avais fait le travail à peu près qui m'intéressait moi sur Argento, mais j'ai continué de le voir quand il venait à Paris ou quand moi j'allais à Rome. Et puis un jour, on est en France, fin 2018, dans une ville, je sais plus où, il y avait un colloque organisé sur lui. Enfin, c'est l'université qui en 2019 se rend compte que c'est peut-être pas inintéressant Argento. Et un soir, on dîne ensemble et je lui dis, mais regarde, ça fait 20 ans qu'on se connaît, tu te souviens de cette espèce de documentaire que j'avais tourné à l'époque pour Ciné Cinéma? Il me dit oui, vaguement. Je lui dis, ça te dirait pas que je tourne la suite? Ah bon? Et donc je lui raconte ce que j'ai envie de faire. Voilà, de tourner la suite à Rome avec lui aujourd'hui, mais en scope, en noir et blanc, etc. Et lui aime bien l'idée, il me dit d'accord. Et là, le film se monte très rapidement, c'est un petit budget. Hein. Et au mois de février, donc je pars à Rome avec l'équipe, tourner avec lui. Et donc le film est construit en deux parties. Je dirais même qu'il est même écrit à partir du raccord entre la première et la deuxième, parce que pour moi l'idée c'est que lorsqu'à la fin du premier documentaire, qui est vraiment un doc de jeunesse, hein, quand je l'ai revu, j'avais envie de tout refaire, mais il fallait pas y toucher. Et à la fin, il part comme ça dans le fond de la Villa Ada à Rome. Il passe à une grille, il disparaît. Et je me suis dit, on va écrire le film à partir de ce milieu-là. C'est-à-dire qu'il y aura un cut 20 ans plus tard, et il réapparaît du même endroit à Rome, que j'ai exactement retrouvé. Mais cette fois, il a pris 20 ans. Et puis moi aussi, j'ai pris 20 ans. Et tout le monde a pris 20 ans, etc. etc. Et donc voilà. En fait, l'idée du raccord, moi je suis un fan des raccords au cinéma, enfin des grands raccords au cinéma. En fait, c'est venu en partie d'un doc qu'avait tourné André Labarthe sur John Cassavetes, qui était un doc dans la série Cinéaste de notre temps, où il suivait Cassavetes à la fin des années 60, qui avait envie de dévorer le monde à Hollywood, etc. etc. Cut, il le retrouve 5 ans plus tard, Cassavetes est complètement déprimé, rien n'a fonctionné comme il voulait. Et j'ai toujours adoré ce raccord-là, en fait. Pour le passage du temps, il n'y a rien pour moi de mieux, c'est pas Benjamin Button, quoi. C'est le raccord. Et enfin, après, il y a des grands raccords de Laurence d'Arabie, Voyage au bout de l'enfer, enfin bon. Et donc je me suis dit, c'est pour ça qu'il a fallu que je cherche aussi le premier documentaire que j'avais plus comme archive, je ne sais plus où il était. Et heureusement, je suis tombé sur un type qui l'avait enregistré à l'époque en VHS, 20 ans plus tôt. Sans ça, je faisais même pas le film, parce que pour moi, tout l'intérêt du film, c'était la confrontation des deux parties. Et donc voilà, c'est comme ça que le film a été tourné. Mais le Argento que je vais revoir moi, comme évidemment lui a vieilli, que moi j'ai vieilli, que tout a changé, que je ne pose plus tous les mêmes questions. C'est autre chose qui m'intéresse en fait en 2019 chez Argento, de choses que j'abordais moins à l'époque, liées au rapport au fascisme, son rapport à l'histoire, à son enfance, à tout ça. C'est ça aussi qui m'intéressait, et de le mettre dans des endroits dont la Villa de Ténèbres, qui pour moi était un moment important. Qui découvre en même temps qu'on tourne, il fallait que ce soit une seule prise d'ailleurs, parce que lui n'avait pas remis les pieds dans cette villa-là depuis 82, depuis le tournage de Ténèbres. Pardon ? Elle est en piteux état. Ah oui, elle a été détruite, enfin pas détruite, elle est abandonnée, squat, et puis abandonnée, etc. Et il y a quelques moments comme ça, je disais, Dario, fais-moi confiance, on va quelque part. Il me dit, on va où? Je lui dis, tu verras. Et c'est comme ça qu'on débarque dans la Villa de Ténèbres. Et il s'en est rendu compte 3 minutes avant d'arriver, ça lui a dit quelque chose. Et en fait, mais il fallait pas qu'il y ait de répétition. Il fallait que le moment où il découvre la villa soit le moment qu'on filme. Donc nous, on avait, avec l'équipe, un peu répété les trajets la veille entre nous. Mais voilà, et et pour moi, c'est des images importantes. C'était évidemment le fait qu'Argento se rebalade dans les ruines de son cinéma et de ce qui est devenu le cinéma de genre italien aujourd'hui. Et puis voilà, d'autres choses qui me plaisaient. Je lui avais dit d'ailleurs le chant contre chant entre lui à Léour, qui est un quartier important où il a tourné Ténèbres, et de Monica Vitti dans les clips d'Antonioni, deux cinéastes que j'adore et dont je pense qu'ils ont toujours vachement dialogué entre eux. Et je lui avais dit, tu sais Dario, tu vas regarder au loin, et au montage c'est Monica Vitti que tu vas regarder.
Et donc voilà, c'est le genre de choses que j'avais envie de faire. Puis moi je voulais que ce soit aussi en noir et blanc par rapport à une histoire du cinéma italien. Le pire quand on fait des documentaires sur un cinéaste, c'est de mimer le style du cinéaste. Or quand on tourne en couleur et en scope, quand on filme, voilà, on va pas faire du Luciano Tovoli, quoi. Ça aurait aucun sens. Donc le noir et blanc me permettait d'en faire aussi un peu de l'inscrire dans cette histoire du grand cinéma italien, d'en faire aussi un peu un fantôme. Parce que c'est un film quand même où on a vachement travaillé sur l'étalo, le son un peu mental. Il y a des plans même subliminaux que j'ai piqués à des films d'Argento, repassés en noir et blanc, intégrés au film lui-même. Et c'est pas grave si on les repère pas d'ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est ça qui me plaisait, qui me plaisait beaucoup. Et je pense que lui a plutôt bien aimé le projet. Et le titre d'ailleurs, Soupir d'un corridor lointain, indépendamment évidemment de la référence à Suspiria, c'était en fait un titre d'un film que Jacques Tourneur devait tourner, qui n'a jamais tourné, qui s'appelait Whisper in the Dark Corridor. Et j'aimais bien ce titre-là, parce que Tourneur avait une espèce comme ça d'obsession qui était que sur Terre, il y avait plus de morts que de vivants. Et je trouvais que c'était assez beau par rapport à ce que raconte le cinéma d'Argento, face à cette phrase de Sacha Pitoé dans Inferno. Le seul vrai mystère, c'est que nos vies sont gouvernées par les morts. Donc voilà, d'où l'explication du titre. Est-ce que tu peux l'enlever de la boîte, ce serait mieux. Est-ce que tu veux pas que je foute ma main sur la gueule aussi? Oh, j'ai l'impression d'être à Cannes sur la croisette. Oh là là, tu sais que tu m'excites là, arrête. Bon, alors je vais parler d'un film aujourd'hui qui est considéré comme une série Z, un nanar, un navet, une abomination, c'est Virus Cannibal. Alors après, il faut relativiser puisque les navets des uns sont les chefs-d'œuvre des autres. Alors ce film a une particularité, c'est quand il est sorti, en VHS d'abord chez les Productions du Tigre, c'était une sorte de compilation gore avec une compilation de la musique des Gobelins. Donc finalement un film fait de briques et de broc qui a eu un effet saisissant. C'est-à-dire que moi j'étais gamin, j'adorais le gore, j'adorais les Gobelins. Et finalement ce film n'était qu'une compilation et ça a eu un effet, une sorte de dynamique. Genre un film, pour moi c'est devenu instantanément un film culte qu'on pouvait se repasser en boucle. Parce que finalement voilà la musique des Gobelins qui tourne en boucle avec une succession de scènes gore et de stock shots improbables ont fait que le film était fascinant. Sans oublier bien sûr la version française
complètement kitsch, complètement hors de contrôle, les dialogues et certaines scènes. Donc voilà, donc c'est vraiment un film coup de cœur que j'ai eu quand j'étais gamin. Et depuis, j'achète les DVD, tous les Blu-ray. Et d'ailleurs, je remercie la sortie française du Blu-ray avec la version française, parce que ça a été vraiment une Madeleine de Proust. Et récemment, le CD est ressorti, alors limité à 500 exemplaires, et c'est un CD, en fait, c'est qu'une compilation d'anciens titres des Gobelins. Mais finalement, voilà, il y a le générique qui était inédit, parce que justement, c'est pas des Gobelins, c'est plutôt un film policier italien. Et donc, voilà, j'adore tout dans ce film. Les scènes gore, le too much, les compilations gore sans queue ni tête, et puis la musique des Gobelins, la BO en boucle. Voilà, et tout ça, à mon avis, c'est pour moi un film fascinant. Et c'est un film que je regarde régulièrement. Donc c'est pas un mauvais film qu'on regarde en se disant vivement que ça se termine. Pour moi, c'est un film vraiment, on peut le regarder encore et encore. Pour moi, c'est un film culte dans le cinéma d'horreur. Bonjour, moi c'est Melvin Z et puis je suis ici pour présenter la sortie de mon livre Mad Max Ultraviolence dans le cinéma partie 1, qui est le premier tome d'une série de 3 livres qui va être consacrée à la saga Mad Max, à la première trilogie. Donc moi j'ai commencé à bosser sur le sujet à la fin des années 2000, vers 2009. À la base, j'avais fait un article pour un petit fanzine sur le premier Mad Max et je m'étais dit, si je fais un petit article sur le deuxième et puis un petit article sur le troisième, mis tous ensemble, ça pourra faire un petit fanzine d'une 50aine de pages et puis je pourrais distribuer ça dans des festivals, des trucs comme ça. Et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur et puis voilà, 10 ans plus tard, 13 ans plus tard, me voilà avec un premier volume de 430 pages et puis 2 autres bouquins de 500 pages à peu près qui vont arriver sur le 2 l'année prochaine en 2023 et puis le 2024 pour celui consacré à Mad Max au-delà du dôme du tonnerre et à ce qui s'est passé à cette époque-là pour George Miller et Byron Kennedy. Donc en parallèle, en 2015, en Australie, j'ai tourné un documentaire sur Adrian Bennett et son musée consacré à Mad Max 2, qui s'appelle Archaeologist of the Westland, et qui sort en août prochain chez Ecstasy of Film, en Mediabook normalement. Donc voilà. Moi, j'ai vraiment découvert le cinéma australien, on va dire en profondeur, en travaillant sur mon livre sur Mad Max. Mais tout petit, au-delà de Mad Max, j'avais été hyper impressionné par La Dernière Vague de Peter Weir, qui était un de mes films préférés quand j'étais ado. J'ai toujours beaucoup aimé aussi le film de Paul Hogan, Crocodile Dundee. Donc j'avais une connaissance, on va dire, un peu superficielle du cinéma australien.
en travaillant sur Mad Max, je me suis rendu compte que pour pouvoir parler du film, il fallait recontextualiser la production, c'est-à-dire parler de la jeunesse de George Miller, Byron Kennedy, parler de comprendre la culture australienne pour pouvoir remettre les choses dans leur contexte, et puis évidemment du cinéma australien, de la nouvelle vague australienne des années 70, etc. Et donc là j'ai découvert, au-delà des films les plus, on va dire les plus connus en France, qui ont été distribués, genre Razorback, Long Weekend ou Waking Fright, qui est assez connu par chez nous, j'ai découvert tout ce qui tout cinéma de ce qu'on appelle la nouvelle vague australienne des années 70 et 80, et j'ai développé un intérêt vraiment un gros intérêt sur le sujet. Donc une fois que j'en aurai terminé avec Mad Max, je pense que je vais essayer de m'attaquer à un gros bouquin qui reviendra sur le cinéma australien, qui est un cinéma qui est très peu connu par chez nous. On parle énormément du cinéma américain, du nouvel Hollywood, etc., qui sont des choses qui ont été débattues, analysées, décortiquées dans tous les sens. Et finalement, en fait, on ne connaît pas grand-chose du cinéma australien. On ne connaît pas grand-chose de l'histoire de l'Australie. L'Australie, ça reste un pays un peu mystérieux par rapport à l'Amérique. Donc, pour moi, c'est un terrain de jeu hyper excitant, et c'est hyper excitant de bosser sur un sujet de défricher un sujet qui a été finalement très peu visité. Donc, tu as fait pas mal de voyages en Australie où tu as pu rencontrer des protagonistes du premier Mad Max. Alors je suis allé 6 ou 7 fois en Australie depuis 2014, et puis pour écrire le livre, à la base, mon premier voyage, normalement, ça devait être la conclusion de mon boulot sur Mad Max en 2014. Je me suis rendu compte que ça n'était pas la conclusion de mon boulot, mais plutôt le début du travail sérieux. Et donc, j'ai rencontré des acteurs, des techniciens. Et si on veut comprendre la production d'un film, au final, les acteurs ou les gens les plus prestigieux, c'est pas forcément les gens les plus intéressants à interviewer. Je sais que, j'ai rapidement capté, par exemple, l'une des personnes les plus intéressantes à rencontrer si on veut comprendre comment un tournage a été fait, c'est le chef électricien. C'est le premier qui se pointe le matin pour tout brancher, c'est le dernier qui se pointe, c'est le dernier qui part pour tout débrancher, quoi. Et lui, il voit à peu près tout, quoi. Et notamment pour Mad Max 1, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec Lindsay Foote, donc le chef électricien de Mad Max 1, qui est un gars hyper bavard et qui a une mémoire phénoménale, et qui m'a appris énormément de choses. Donc parfois rencontrer des gens qui ont eu des postes, on dira mineurs sur un tournage, c'est ceux qui nous apportent le plus d'informations, là où les acteurs vont juste venir se pointer, faire leur scène et repartir, quoi. Donc ouais, j'ai fait pour les 3 livres, j'ai fait une centaine d'interviews, on va dire un tiers par mail ou par Facebook, et puis 2 tiers de gens que j'ai rencontrés. Je suis allé voir Melbourne, Sydney, puis certains dans la campagne, un peu partout. Donc le deuxième volume est prévu pour quand ? Le deuxième volume est prévu pour février-mars prochain. J'espère tenir les délais, mais le livre est quasiment écrit. À la base, ça devait être un seul livre, mais c'était beaucoup trop pour faire qu'un seul volume. Donc j'en avais parlé avec Julien Sévéan, qui m'avait expliqué les soucis qu'il avait eu avec son Romero, qui est un pavé énorme, et il m'avait dit genre 700 pages, c'est compliqué, quoi. Et moi j'étais en train de réfléchir, et je me disais mais moi en fait je vais dépasser 1000 pages pour les 3 livres. Donc ça m'a convaincu de me dire que c'était pas pensable de faire qu'un seul livre, et qu'il valait mieux en faire un par film, quoi. Donc à côté de ça, tu es aussi illustrateur. Alors oui, moi c'est mon boulot, je fais de l'illustration. Après ça va j'illustre par exemple les affiches pour le Bloody Weekend depuis maintenant 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et puis je travaille aussi pour Christophe d'Ecstasy of Film, où je lui fais depuis, je crois, le premier c'était pour la jaquette de Society, donc depuis je fais du graphisme et des visuels pour lui. Et puis sinon je fais des choses, ça va d'affiches pour des concerts, à des étiquettes de bière, des choses comme ça, un peu de tout, quoi. Et puis avec l'argent que je ramasse en faisant des illustrations, je dépense tout pour bosser sur Mad Max, quoi. Très bien.
plus il aime ça, être attaché. Bonjour à tous, je suis Az l'Épouvantail, on est au Bloody Weekend et je rencontre les animateurs de la chaîne Le Boulevard du Cinéma qui m'ont demandé quel est le film qui m'a rendu amoureux du genre. Alors c'est une grande question parce que comme vous tous, il y en a plein que je pourrais citer, mais si je dois en citer qu'un seul, c'est toujours le même et on va s'y tenir, c'est Ring de Hideo Nakata, donc l'adaptation du roman de Koji Suzuki, un film japonais sorti chez nous à l'aube des années 2000 et qui a carrément lancé la mode de la J-horror un petit peu partout dans le monde. On est tous devenus passionnés de fantômes japonais aux cheveux longs grâce à Ring notamment et à son personnage iconique Sadako Yamamura. Alors pourquoi est-ce que j'aime autant Ring ? Il y a plein de raisons, et je ne vais pas toutes les citer parce que sinon ça va durer une demi-heure minimum. Mais déjà parce que c'est un vrai film d'horreur, c'est-à-dire qu'à une époque où, à la fin des années 90, on avait peut-être un peu moins peur au cinéma, avec beaucoup de comédies horrifiques, avec le slasher qui était un petit peu sur la fin, avec des films comme Scream, souviens-toi l'été dernier, etc., qui jouaient avec les codes et qui flirtaient toujours un petit peu avec l'humour. Là, on revenait à de l'épouvante froide. Le but de Hideo Nakata, notamment, c'était de faire peur aux spectateurs. Et on peut dire qu'il y est plutôt bien parvenu. Ensuite, il y a toute cette utilisation des légendes urbaines, de la cassette vidéo maudite, cette intrigue un peu mystère, un peu polar, qui te tient en haleine pendant presque 2 heures, alors que finalement, c'est un film très lent, très japonais dans sa mise en scène, dont on avait perdu un peu l'habitude, puisqu'on s'habitue beaucoup plus au rythme du cinéma américain, qui est très mouvementé, qui bouge beaucoup. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Mais du coup, ça fonctionne tellement bien, tout ça mis en scène, ça donne un résultat qu'on n'oublie pas facilement, que je n'ai jamais oublié pour ma part. Et à partir de là, moi j'ai voulu continuer à explorer le cinéma d'horreur et notamment le cinéma d'horreur japonais en découvrant tout ce qui sortait à cette époque, les concurrents comme The Grudge, comme les films de Kiyoshi Kurosawa par exemple. Enfin bref, je ne vais pas trop m'étaler parce que là on digresse. Mais voilà, et pour terminer les ingrédients qui ont fait que moi je suis tombé amoureux de Ring et du cinéma d'horreur, c'est Sadako Yamamura, ce fantôme iconique et légendaire qui m'a d'abord terrifié et dont je suis plus ou moins tombé amoureux par la suite et qui m'a même donné envie de parler de cinéma d'horreur sur YouTube. Donc voilà, je crois que c'est pas mal. Et du coup, oui. Vous me connaissez peut-être, j'ai une chaîne qui s'appelle Az l'Épouvantail où je parle de cinéma d'horreur et où j'ai beaucoup parlé notamment de Ring par exemple. Et voilà, on parle de films moins connus en général, on essaye, de films aussi un petit peu plus extrêmes, un petit peu plus expérimentaux. On va sortir de la norme, voilà, on essaye de moins parler de cinéma américain, même si on le fait de temps en temps, on n'est pas là pour le diaboliser non plus, et pour plutôt parler d'un cinéma dont on parle un petit peu moins. Et c'est pour ça qu'on se retrouve au Bloody Weekend entre passionnés, puisque c'est ce genre de cinéma qui nous attire tous ici. Donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors fan, c'est un bien grand mot, parce que j'adore le cinéma, plein de genres différents, mais j'étais quand même
J'ai adoré Shining de Kubrick, j'ai adoré L'Exorciste qui m'a quand même pas mal traumatisée parce que j'étais toute adolescente quand j'ai vu ce film. Midnight Express, Amityville, la Maison du Diable, Massacre à la tronçonneuse évidemment. Enfin donc il y a quand même pas mal de films qui m'ont marqué. Hein. Puis après c'est vaste parce que j'aime aussi plein d'autres genres de films. J'adore les thrillers, les films policiers et puis les films d'auteurs aussi, Tarkovsky, les films italiens, Fellini, Ettore Scola. Enfin donc c'est quand même j'aime le cinéma et voilà. Bah, c'est né en fait tout simplement, j'étais jeune comédienne et je venais de jouer au théâtre, je sortais d'une école et j'étais chez un agent assez réputé de l'époque à Paris et donc je passe un casting comme tous les jeunes actrices. Donc Alain Robach voulait me rencontrer. Je passe des essais concluants puisque à la fin de ces essais, quelques jours après, j'apprends qu'il m'avait sélectionnée. Et il y a eu un petit souci quand même, parce qu'à l'époque, il y avait quand même un coproducteur qui, lui, voulait une actrice plutôt connue, parce que c'est quand même un rôle important, le rôle principal. Et donc, a essayé d'imposer à Alain Robach d'autres actrices. Et lui, à l'époque, c'était encore possible, ce qu'il n'est plus du tout maintenant. Il n'a pas voulu se laisser faire. Les chaînes de télévision n'avaient pas autant de pouvoir, et les producteurs, que maintenant. Donc il y a eu une petite lutte quand même entre ce producteur et lui, où finalement il a été obligé de refaire passer des essais à des comédiennes connues bankable de l'époque et à moi de nouveau. Et après mes nouveaux essais, qui étaient concluants comme les premiers, il a montré, il a prouvé au producteur que c'était moi et personne d'autre, et donc j'ai eu le rôle. Alors j'étais dans ma bulle, hein, j'étais super concentrée. C'était assez rock'n'roll et speed, hein, c'était assez intense parce que je suis sur beaucoup de plans, hein, puisqu'en plus j'ai pas de partenaire, c'est la voix du monstre. Donc c'était assez intense, j'avais pas trop le temps de réfléchir, j'étais complètement dans mon personnage. Le sang, bon, c'était finalement un peu dérangeant parce que c'était du sirop de grenadine et ça pégait un petit peu, c'était pas très... Mais c'était pas plus grave que ça. Par contre, le coup des fauves, j'ai répété pendant 2-3 semaines au cirque. Et alors, la première fois, c'était avec un fauve, un tigre. Ensuite, on a mis le deuxième. Ensuite, on a mis la troisième qui était une tigresse. Et le jour J, le jour du tournage, ça a été très, très... là, j'ai eu vraiment quand même très, très peur. Puisque on n'avait pas donné à manger aux fauves pour qu'ils soient surexcités, parce que Alain Robach voulait pour le film qu'ils soient pas vraiment excités. Donc il y avait juste Thierry Le Portier qui était le dresseur avec sa voix, parce qu'il n'avait même pas un flingue, enfin quelque chose au cas où donc c'était une extrême confiance qu'il fallait lui faire. Et donc je m'exécute suite à quand même ces semaines de répétition. Et au moment où je tourne la scène où Yanka tombe au sol, ce qui n'était pas du tout prévu, c'est que la tigresse me saute dessus. Et à quelques minutes près, j'aurais pu me faire bouffer, quoi. Donc heureusement, je pars, je sors. Et là, ils me disent non, c'est bon, c'est dans la boîte. Je fais oh, heureusement parce que je ne le referai pas, quoi. Et après, j'étais raide comme un piqué. On m'a donné 2-3 petits verres de cognac pour me remettre parce que c'était quand même, j'ai eu un peu peur, quoi. Voilà. Alors, j'ai eu d'autres propositions pour tourner dans ce même genre de film. Il y a des propositions que j'ai refusées parce que le personnage et le scénario me plaisaient moins. Et parce que je démarrais une carrière, sans être carriériste, c'était quand même, j'avais 22 ans. Et déjà, en France, malheureusement, il y avait une sorte d'étiquette. Donc, ça faisait un peu peur. On disait Emmanuelle Escourou, ah ouais, super actrice, mais c'était limite comme si j'avais tourné dans un film porno. Donc, comme j'avais 22 ans et que j'avais quand même envie, sans être carriériste, de continuer ce métier, puisque je le démarrais à peine, j'avais pas envie qu'on me mette une étiquette. Et c'est très facile de mettre une étiquette. Donc, après, j'ai essayé justement de varier un petit peu dans mes choix de personnages et d'alterner entre le théâtre, le cinéma et la télévision, et avec des rôles différents. Donc je suis revenue à des rôles aussi quelquefois un peu de films un peu fantastiques. Là dernièrement, l'été dernier, j'ai tourné avec un jeune réalisateur, Les Autarciques, où là il y a un peu de sang, etc. Mais pendant des années, j'ai joué d'autres personnages aussi. Voilà. Et sinon, vous avez des projets bientôt, des choses qui... Et bien justement, là, je suis ravie parce qu'en fait, je vais retourner après 32 ans, je vais retrouver Alain Robach, le réalisateur de Baby Blood,
qui a écrit une série qui s'appelle Soma. Il a tourné 2 épisodes et là je vais tourner à partir de juin, début juin, avec lui, le 3e épisode dans lequel j'ai le rôle principal. Alors ça sera pas gore, mais ça sera vraiment strange, quoi, hein. Ça sera un vrai univers comme je les aime, un peu lynchien, vachement chouette. Et donc je suis super contente avec Jean-Pierre Calfon, qui jouera mon père.